Je suis Pierre-Noël Giraud, je suis professeur d'économie à Paris, à l'École des Mines et à l'Université Dauphine, et également à l'Université Mohamed VI Polytechnique au Maroc. Et j'ai beaucoup travaillé sur les inégalités et le rôle de la globalisation dans les inégalités. En fait, première question à vous. Et concernant les inégalités économiques en France depuis 20 ans, pourriez-vous nous expliquer comment ça s'est passé pendant 20 ans? En France, les inégalités de revenus après impôts et après transferts sociaux n'ont pas beaucoup augmenté depuis 20 ans, surtout si on compare à la Grande-Bretagne, aux États-Unis ou même à l'Allemagne. Mais la perception par les gens des inégalités, elle, a beaucoup changé. Parce que le 1% des plus riches, comme partout dans tous les autres pays européens et en Amérique, a vu ses revenus augmenter beaucoup. Et en bas de l'échelle, les plus pauvres, certains d'entre eux n'arrivent pas à vivre avec leurs revenus, ou alors sont au chômage, ou alors sont très précaires. Ils enchaînent des petits boulots qui leur permettent à peine de vivre. Ce sont ces gens-là, les chômeurs, les précaires, que j'appelle les hommes inutiles. Donc les inégalités générales n'ont pas beaucoup augmenté, mais en haut, ça s'est beaucoup enrichi, et en bas, il y a de plus en plus d'hommes qui se sentent inutiles, économiquement inutiles. Ils peuvent être socialement très utiles. Le pouvoir d'achat en France a augmenté, mais ce sur quoi je veux insister, c'est ceci. Ce qui est important pour expliquer les mouvements politiques, ce n'est pas la réalité du pouvoir d'achat, c'est la perception que les gens en ont. Or, tout le monde en France qui a un petit revenu est persuadé que les prix augmentent plus vite que ce que disent les statistiques officielles. Et que quand les statistiques officielles expliquent que leur pouvoir d'achat augmente, eux, quand ils sortent 100 € de leur poche, ils voient bien qu'ils ont de moins en moins. Donc, et ce qui compte en économie, ce n'est pas la réalité des chiffres, c'est la perception des gens. Et en France, on a le sentiment que ceux qui ont des petits revenus ont le sentiment que année après année, le pouvoir d'achat diminue. Et que donc la part des revenus qui reste, par exemple, pour les loisirs, ou même pour les cadeaux des enfants, après qu'on a payé le logement, la nourriture, les vêtements, les frais, les taxes diverses, cette part qui reste, qu'on appelle la part disponible, elle a tendance à diminuer. Pourquoi? Parce qu'en France, le prix de logement augmente. Principalement pour ça. Ce populisme en Europe aujourd'hui est provoqué par deux choses. Un, de plus en plus de gens se sentent inutiles économiquement. Chômeurs de longue durée, précaires, qui enchaînent des petits boulots qui ne permettent pas de progresser. Donc de plus en plus de gens sont frappés de ce que moi j'appelle la pire des formes de l'inégalité. Il y a plusieurs formes d'inégalité. Il y a les inégalités de revenus, de patrimoine, d'accès. La pire des formes, c'est l'inutilité. Quand vous êtes inutile, vous subissez la pire forme d'inégalité. Le nombre de ces gens-là en France augmente, et en Europe aussi. Ça, c'est la première raison. Ces gens-là ne sont pas capables de savoir d'où vient leur problème. Donc ils veulent un chef qui ait des solutions simples, comme sortir de l'euro, expulser les étrangers, qui nous prennent notre travail. Ils veulent un chef avec des solutions simples à ce problème d'inutilité. Et la deuxième cause, c'est les migrations. Les migrations en Europe sont nécessaires parce que la population européenne diminue. Il faut savoir que l'Europe a besoin des migrations. En Allemagne,
le taux de fertilité des femmes, c'est-à-dire le nombre d'enfants moyens par femme allemande. C'est 1,4. Avec cette fertilité-là, en Allemagne, dans 120 ans, 5 générations, il n'y a plus que 20 millions d'Allemands seulement, s'il n'y a pas d'immigration. Donc l'immigration est nécessaire. Mais il faut les maîtriser. Il faut avoir un flux régulier, continu. Il faut intégrer les gens, il faut leur apprendre les langues, il faut leur trouver des logements, il faut mettre leurs enfants à l'école, etc. C'est une vraie politique. Bon. Si on ne fait pas ça, les migrations sont perçues, c'est toujours la perception qui compte, comme une menace. Et le croisement des deux, inutilité comme une menace, immigration comme une menace, on veut un chef qui règle tout ça avec des mesures xénophobes. Voilà, c'est ça le populisme. Vous voyez le lien avec les inégalités. Le mouvement des Gilets jaunes vient de très loin. Il vient des 20 dernières années. De ces années pendant lesquelles de plus en plus de gens ont eu du mal à vivre et surtout ont eu peur de tomber encore plus bas dans l'inutilité. Il éclate aujourd'hui parce que le président Macron a fait plusieurs erreurs politiques. Le programme de Macron est un programme social-libéral. Il empruntait le côté social à la gauche et il empruntait le côté libéral à la droite. Mais il a commencé par le côté libéral. Il a allégé les impôts sur les 1% les plus riches, qui pourtant se sont beaucoup enrichis ces dernières années. Il a mis des impôts sur les plus pauvres. Petits, mais quand même. 50 € quand on gagne 1000 €, ça compte. Et comme ça, même s'il a dit qu'après, il allait faire du social, les gens ont vu que c'était un gouvernement pour les riches. La deuxième chose très importante, c'est que le système des partis politiques en France ne fonctionne plus. Les gens ne peuvent plus s'exprimer par les partis et par le vote. Donc, ils cherchent d'autres moyens d'expression. Ces autres moyens, c'est d'aller dans la rue, d'occuper les ronds-points, comme les Gilets jaunes, de faire des manifestations. Et de faire ce qu'on appelle, comme pendant la Révolution française, en 1789, des cahiers de doléances. C'est-à-dire, on écrit tout ce qui ne va pas et tout ce qu'on veut. Et on fait remonter ça par les maires jusqu'au président. Et d'ailleurs, le président Macron, intelligemment, a lui-même proposé qu'on fasse ça. D'ailleurs, il met peut-être le doigt dans un engrenage. Parce que qu'est-ce qui va se passer après si toutes ces revendications ne sont pas satisfaites? Si on ne peut pas les satisfaire toutes. Donc, on prend là un risque, qui est un risque où le peuple s'exprime directement, pas à travers les partis ou les syndicats, etc. C'est une situation politique assez nouvelle. Mais, pour les raisons que j'ai dites avant, le populisme, ce mouvement des Gilets jaunes est très pénétré par des idées populistes. Et quand vous allez aux manifestations, et moi je suis allé voir la manifestation samedi dernier, vous trouvez d'abord des blancs. Il n'y a pas beaucoup d'immigrés ou de fils d'immigrés. Deuxièmement, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Ça commence à 30 ans et ça va jusqu'à 70. Donc c'est des blancs, c'est des âges moyens, il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas des enfants d'immigrés. Donc c'est une partie seulement de la population française. Mais les formes politiques que ça prend sont très originales. Et aujourd'hui, où je parle, c'est très difficile de savoir comment tout ça va évoluer. Et le président Macron a pris un risque, qu'on peut appeler un risque démocratique, en favorisant, à travers le grand débat, cette expression populaire directe. Je souhaite très vivement
que le mouvement des Gilets jaunes, qui actuellement est influencé par le parti politique d'extrême droite et les idées d'extrême droite, je souhaite que le mouvement des Gilets jaunes tienne à distance ces idées-là et se concentre sur ses exigences économiques et démocratiques. Et il faudrait qu'il trouve le moyen de jouer le jeu que propose le président, c'est-à-dire de participer réellement à la consultation pour faire réellement remonter des cahiers de doléances et ensuite proposer une espèce de discussion démocratique de ces cahiers. Ce serait un processus politique nouveau et intéressant, alors que le mouvement peut très bien se faire polluer et détruire par l'extrême droite, s'il ne fait pas attention à ça. Il est évident qu'il y a de multiples rapports entre le Rassemblement national, mais aussi les Insoumis, hein, et les Gilets jaunes. Bon, d'abord, c'est au sein de des sympathisants de ces deux partis qu'on trouve le maximum de soutien au mouvement des Gilets jaunes. Ça vient donc des deux côtés du spectre politique antérieur. Bon. Et il y a deux façons d'exprimer son mécontentement aujourd'hui: participer au mouvement des Gilets jaunes ou voter pour ces deux partis-là, n'est-ce pas? La voie parlementaire classique est toujours ouverte. D'autant qu'il va y avoir là des élections européennes, mais elles n'auront juste qu'à la fonction d'un sondage en vraie grandeur, parce qu'il n'y a pas d'enjeu politique, sauf peut-être au niveau du Parlement européen. Bon. Donc les liens sont évidemment multiples, mais ce que je dis, moi, c'est que le mouvement des Gilets jaunes va devoir, c'est inévitable, séparer la partie qui va vouloir s'exprimer à travers le Rassemblement national ou la France insoumise, et la partie qui voudra conserver une autonomie qui portera à la fois sur le type de demande et sur la moyen de l'exprimer. Vous voyez ? Mais il y a évidemment un danger d'éclatement. Le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui est très hétérogène, comme tout mouvement populaire spontané. Et son avenir, comme disait Mao Tse-tung, se divise en deux. Son avenir, c'est de se diviser, avec d'un côté rallier le camp populiste, et de l'autre côté conserver une espèce d'autonomie politique à l'égard du jeu parlementaire actuel. C'est un grand défi pour lui, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Maintenant, certains disent que Macron est le représentant de la finance, à cause de ça. Il ne faut pas regarder les origines ou le métier, il faut regarder ce que font les gens. Qu'est-ce que fait le président Macron? Quel est dans son programme? Bon. Qu'est-ce qui favorise la finance? Le président Macron ne favorise pas la finance. C'est un libéral, il pense qu'il faut favoriser l'entreprise. Et il a un goût particulier pour les start-up. Et les Français sont assez bons pour les start-up. Bon. Il faut favoriser l'entreprise. Pour ça, il faut permettre l'investissement dans les entreprises. Donc il faut favoriser l'investissement. Ça concerne la finance. C'est pour ça qu'il a baissé les impôts sur la fortune. Il a gardé les impôts sur la partie immobilière, qui ne peut pas bouger, mais les capitaux financiers peuvent bouger. Donc si on les taxe en France, ils vont aller ailleurs. Bon, pour qu'ils restent en France, c'est là. Maintenant, la question de savoir... Ensuite, il a baissé les charges sur les salaires pour donner du cash flow aux entreprises, pour qu'elles investissent. Bon. Ça, c'est la partie libérale de sa politique. Ce n'est pas une politique favorable à la finance, c'est une politique favorable à l'entreprise et à l'investissement. C'est une politique libérale assez classique. On dit une politique de l'offre. Bon. Mais il faut en même temps, parce que les Français sont très attachés à ça, il faut en même temps renouveler, reconstituer le filet de sécurité sociale qui permette aux gens de prendre des risques. Le système de chômage, le système de formation, la possibilité d'être un salarié, puis ensuite un entrepreneur individuel, puis ensuite de nouveau un salarié, puis de faire une petite entreprise, que tout ça soit fluide,
qu'on accumule des points pour sa retraite. Enfin, tout ce système-là doit être réformé. Et ça, Macron n'a pas vraiment encore commencé. Donc les gens du peuple, ils voient les cadeaux aux riches. Ils ne sont pas sûrs que les riches en profitent pour investir. En tout cas, ils ne voient pas beaucoup de création d'emplois. Mais en même temps, ils voient bien qu'eux-mêmes, ils payent plus d'impôts et que le système de sécurité sociale n'est pas vraiment rénové. D'où le mécontentement. Et le mécontentement s'exprime non pas par les syndicats, le vote, etc., parce que les globalisations sont passées par là. Par exemple, c'est curieux que les Gilets jaunes demandent une augmentation des salaires, mais ils ne la demandent pas au patron, ils la demandent à l'État. L'État peut augmenter le SMIC, d'ailleurs il l'a fait, mais il ne peut pas augmenter les autres salaires. Bon. Donc il y a ce qu'on appelle l'errance des conflits économiques. Les conflits économiques, les gens ne savent plus dire qui est responsable de ma situation. Je gagne de moins en moins, mais qui est responsable de ça? Les gens ne savent plus. Donc, ils s'adressent à l'État, le souverain, le prince. Ils le détestent, parce que c'est lui qui est responsable de ça. Voilà pourquoi ça prend des formes de révolte populaire, d'occupation des places, un peu comme les printemps arabes, et un peu comme les révolutions de velours en Europe de l'Est, la place de Maïden. C'est vrai que ça ressemble un peu à ça. Ce sont des nouvelles formes d'expression politique. Aujourd'hui que les systèmes parlementaires sont en crise, partout dans le monde, aux États-Unis aussi, au Japon, je ne sais pas, en Corée, c'est vous qui savez. En fait, parmi ces problèmes à résoudre, pour vous, d'après vous, quel problème doit traiter en priorité? Bien, il y a des problèmes prioritaires à deux niveaux, au niveau national français et au niveau européen, parce que nous faisons partie de l'Union européenne. Bon. Au niveau national français, pour moi, le problème prioritaire est de réduire et même de supprimer l'inutilité économique, c'est-à-dire de réduire le chômage de longue durée et de stabiliser, de sécuriser la précarité, autant que faire se peut, sans perdre en flexibilité. Mais flexibilité et précarité, ce n'est pas la même chose. Pour moi, c'est ça le problème fondamental. Et derrière ce problème, il y a aussi la question de la mobilité entre générations. Et ça, Macron a commencé à s'y attaquer, en faisant un effort particulier sur les classes préparatoires dans les régions difficiles, pour réduire les inégalités d'accès à l'éducation. C'est ça. Réduire l'inutilité, réduire les inégalités d'accès à l'éducation, à la santé. C'est ça la tâche fondamentale au niveau national. La tâche fondamentale au niveau européen, c'est de s'entendre avec l'Allemagne pour faire une Europe du premier cercle qui serait beaucoup plus coordonnée et qui pourrait avoir à l'égard de l'extérieur une politique mercantiliste comme celle des Chinois, comme celle des Coréens et comme celle des Américains aujourd'hui avec Trump. En Europe, nous sommes encore dans le monde ancien de la globalisation libérale, alors que la Chine n'y a jamais été et que les États-Unis viennent d'en sortir. Les derniers qui sont dans cette vision du monde-là, c'est l'Europe. Donc il faut faire une Europe resserrée avec l'Allemagne, la France, l'Italie, si l'Italie arrive à être gouvernée, l'Espagne, et quelques pays nordiques qui voudront faire et laisser un peu dans un deuxième cercle l'Europe de l'Est, les Balkans, etc. Et cette Europe resserrée, il faut qu'elle ait une politique mondiale, comme les États-Unis, comme la Chine, mercantiliste. Parce que nous sommes entrés dans une nouvelle phase déglobalisation, qui est ce que j'appelle la phase mercantiliste.
pour le Brexit, les gens pour le Brexit, qui votent pour le Brexit, et le mouvement Gilets jaunes, est-ce qu'il y a un point commun? C'est contre... Non, pas, je dirais pas vraiment. Pas vraiment. Et même pas du tout. En poussant les choses au maximum, pas du tout. J'ai perçu le Brexit comme ayant été provoqué par une révolte contre les mouvements migratoires internes à l'Europe, hein, les Polonais, les Roumains, etc. Ainsi qu'une certaine révolte contre l'inutilité, c'est le seul point commun, hein, contre la dégradation des conditions d'existence, attribuée à tort à l'Europe. Bon. Et d'autre part, ça a pris une forme classique, parlementaire, un vote, un référendum, un vote, et un processus absolument classique. Personne n'est descendu dans la rue, personne n'a cassé des magasins. Bon. Et alors que les Gilets jaunes, c'est parti de revendications économiques, mais qui ne désignaient pas l'Europe comme responsable, qui désignaient le président Macron. Et d'autre part, ça a pris des formes politiques, comme on en a beaucoup discuté, singulières, qui ne sont pas classiques, à savoir le vote. Donc c'est vrai que dans les deux cas, nous avons une base populaire, et une base populaire pas les plus pauvres, pas les inutiles, ceux qui sont juste au-dessus et qui ont peur de tomber là-dedans. Qui ont peur de tomber là-dedans. Oui, ça c'est commun, ça. Mais ni l'explication de la cause, à qui on s'adresse, ni les formes d'expression ne sont les mêmes, elles sont très différentes. On ne s'adresse pas au même niveau et les formes d'expression sont différentes. Et nous sommes dans un moment de crise politique, c'est vrai. Toutes ces interrogations sur le référendum citoyen, etc., sur les cahiers de doléances, sur la représentation directe, toutes ces utopies qui reviennent, montrent bien que nous sommes dans une crise politique profonde et qui va durer des années. Et vous allez être atteints, vous aussi.